Bonjour, ravi de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler du dernier ouvrage de Laura Hennick, avocate associée chez Setback Avocat, qui vient de publier La justice contre les hommes, un récit dans lequel elle parle de la déshumanisation de la justice. C'est publié chez Flammarion et on en parle dans quelques instants. Ensuite, on évoquera la rupture conventionnelle et les changements introduits par la réforme des retraites avec Lionel Vuidard, partner chez Linklaters. Et enfin, Xavier Rollet, managing partner de Racine, viendra nous parler comment accompagner la transformation durable des organisations. Voilà pour le programme, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside avec Laura Hennick, autrice de l'ouvrage La justice contre les hommes, publié chez Flammarion. Laura Hennick, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on se dit que la justice doit être au service des hommes. Alors pourquoi vous avez titré votre ouvrage La justice contre les hommes ? C'est précisément la différence entre l'idéal et la réalité. Il faut franchir les portes des audiences et c'est ce à quoi cet ouvrage aspire, à faire franchir à tous et à chacun la porte des audiences pour voir la violence qui s'abat sur chacun des protagonistes, sur celui qui est accusé, sur celui qui est victime, mais aussi sur tous les auxiliaires de justice. Et c'est très probablement le manque de moyens qui fait qu'il y a une dureté très forte qu'on constate chez chaque intervenant et qui fait que plutôt que d'apaiser les choses, puisque l'audience, on pourrait espérer que c'est un lieu cathartique, mais aussi un lieu qui fait aller vers l'avenir, qui réconcilie aussi les êtres humains, qui fait société plus que jamais. Et on voit qu'au contraire, c'est un lieu qui déçoit tout le monde, qui frappe tout le monde. Et donc, je l'ai titré « La justice contre les hommes » avec un grand H, parce que c'est vraiment contre chacun, à l'opposé de cet idéal de justice qui devrait effectivement réunir tous les hommes. Vous dénoncez la politique à l'économie, l'ultramodernisation, l'architecture, les politiques de la peur qui ont peu à peu dévoyé l'institution judiciaire. Expliquez-nous. Oui, c'est l'essentiel de la justice qui est attaqué. C'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre. Ce ne sont pas des petites réformes ici et là, ce ne sont pas des conséquences qui seraient minimes. C'est vraiment l'essentiel. Et par exemple, sur la création des tribunaux, la bunkérisation, on peut dire, des tribunaux. On a un nouveau palais de justice à Paris qui est magnifique, mais il y en a partout qui fleurissent et qui sont très beaux comme ça de l'extérieur, mais qui sont faits pour qu'on puisse pas se rencontrer, que les juges ne puissent pas rencontrer les avocats. C'est ouvert, c'est dit comme ça, pour que les gens soient perdus par un manque de signalisation, pour que tous les symboles de la justice disparaissent. Et ça va de pair avec une déshumanisation, une forme de désacralisation, si on peut utiliser ce mot-là, et les vertus disparaissent avec cet acte qui devrait être très fort, qui est l'acte de juger. Et donc on voit une disparition des hommes à tous les étages, avec la numérisation, par exemple, les ordinateurs qui vont aller remplacer les êtres humains là où on a le plus besoin d'êtres humains. Quand on vient déposer une plainte ou quand on vient répondre d'un acte, il faut absolument qu'il y ait un symbole qui passe forcément par le lien. Et c'est là pourtant qu'en ce moment, on voit le lien s'effondrer. Alors pourtant, le garde des Sceaux actuel, ancien avocat que vous connaissez bien, un pénaliste, a engagé un certain nombre de réformes et a obtenu notamment des moyens financiers, un plan de recrutement avec notamment 1500 magistrats qui devraient arriver d'ici à 2027. C'est pas suffisant pour vous ? Mais non, c'est pas suffisant. Alors c'est bien, on va pas non plus dire qu'il n'y a pas d'efforts qui sont faits, mais on est très loin du minimum parce qu'on est dans les pays dans les pays européens
qui ont le moins de budget. Il y a autant de magistrats actuellement qu'il y en avait au Moyen-Âge, avec une population qui a considérablement augmenté, mais aussi une judiciarisation, une demande de la population d'agir en justice, qui peut être tout à fait saine, mais donc il faut pouvoir y répondre. Et même avec 1500 magistrats supplémentaires, on est très loin du compte, avec en réalité beaucoup de contractuels qui sont embauchés, et c'est pas ce dont on a besoin. On voit bien que là, les greffiers sont encore en grève, qu'il y a des pancartes partout, et pourtant ce sont des gens qui continuent à faire leur travail. Donc ce qui laisse à espérer, c'est qu'il y a toujours des êtres humains pour vouloir faire les choses, mais on les voit aussi s'effondrer. C'est ce que je montre aussi dans le livre, où on voit des avocats dire « bon ben moi je raccroche la robe parce que je fais plus le métier comme je voulais pouvoir le faire », comme on voit des médecins qui arrêtent et qui disent « je suis plus capable de soigner », des professeurs qui disent « je suis plus capable d'enseigner », et on voit la même chose en audience. Donc je crois qu'il faut tirer le signal d'alarme et arrêter. Moi j'en veux beaucoup aux hommes politiques qui, à force de petites phrases, qui génèrent la peur, qui font voter dans un certain sens, mais qui disent pas la réalité. Et la réalité, c'est que précisément, ceux qu'on juge, il faut pas les cogner comme des animaux ou comme des malpropres et les mettre en prison rapidement, sans un jugement qui fasse force et qui est une vertu, et où on essaie de comprendre et de déconstruire aussi toute cette violence, parce que les gens, mais ils ressortent quand ils ont été en prison, et s'ils ont été malmenés, ils ressortent plus dangereux. Donc il faut les accompagner, et il faut une politique, et pour le bien de la société entière, qui accompagne ces citoyens. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud Dumouriez. On poursuit cette émission avec Lionel Vuidard, partenaire chez Linklaters, avec qui on va parler rupture conventionnelle et changements introduits par la réforme des retraites. Lionel Vuidard, bonjour. Bonjour Arnaud. Pourquoi le législateur a-t-il souhaité modifier le régime social de la rupture conventionnelle à l'occasion de la réforme des retraites ? Alors, en réalité, le législateur souhaite favoriser le maintien dans l'emploi des seniors. Vous savez que la France a un taux d'emploi des seniors qui est très inférieur à celui des autres pays, notamment les pays du Nord, l'Allemagne ou la Suède sont à plus de 70%. Nous, on est à 57% de taux d'emploi des seniors. Et donc, dans le cadre de la réforme des retraites, le législateur a prévu un certain nombre de mesures. Certaines se sont fait retoquer par le Conseil constitutionnel. Vous vous souvenez peut-être de l'index senior qui s'est fait retoquer. Il y avait aussi le CDI senior qui n'est pas passé. Mais cette mesure sur les ruptures conventionnelles, elle est passée. Elle consiste à harmoniser le régime social de la mise à la retraite et de la rupture conventionnelle d'une part, et d'autre part à supprimer le forfait social qui existait sur les ruptures conventionnelles, le forfait social de 20%, dans le but d'éviter ce contournement qui était celui des salariés et des employeurs, qui avait tendance, dans les 3 ans avant le départ à la retraite, donc pour les salariés qui étaient autour de la soixantaine, à signer des ruptures conventionnelles pour éviter ensuite d'être plus fortement assujettis à cotisations sociales. Et quand on regarde les chiffres, on voyait en effet qu'il y avait un pic de rupture conventionnelle dans les 3 ans avant le départ à la retraite. Pourquoi ? Parce que 3 ans, c'était la durée d'indemnisation chômage. Donc l'idée, c'était pour le salarié, je conclus une rupture conventionnelle, je suis 3 ans au chômage et ensuite j'enchaîne directement sur ma retraite. Donc c'était une forme de pré-retraite qui ne disait pas son nom. Est-ce que ça signifie que la suppression du forfait social est une bonne nouvelle pour les entreprises ? Alors, oui et non en réalité, parce que le forfait social de 20% a été remplacé par une autre contribution sociale, elle de 30%. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les salariés qui sont éligibles à une pension de retraite, puisque pour eux, il y avait une soumission intégrale à cotisation, et maintenant, on a un régime d'exonération partielle avec le forfait social de 30%, mais en revanche, pour tous les autres salariés, et c'est la grande majorité des salariés, ceux qui ne sont pas éligibles à une pension de retraite, c'est une cotisation de 30%, alors que la cotisation était antérieurement de 20%. Donc il y a un renchérissement du coût des ruptures conventionnelles pour toutes les entreprises, pour tous les salariés qui ne sont pas éligibles à une pension de retraite. Qu'en est-il des autres cotisations et contributions sociales en matière de rupture conventionnelle ? Alors, c'est un petit peu technique, mais désormais, il y a un régime d'exonération partielle des cotisations sociales à hauteur de 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Donc, c'est autour de 87 984 € exactement. Exonération de cotisations sociales à hauteur de ce montant. Et au-dessus, donc, on a le fameux forfait social de 30%.
En revanche, le régime fiscal, lui, n'a pas du tout été touché. Donc, il y a toujours une soumission intégrale à impôt pour les salariés qui sont éligibles à une pension de retraite. En définitive, quel bilan tirez-vous de ces modifications introduites par la réforme des retraites ? Alors, en réalité, il y a des gagnants et des perdants dans l'histoire. Pour les salariés qui sont très seniors, il y a une harmonisation, finalement, du régime de la mise à la retraite et du régime de la rupture conventionnelle. Donc là, on parle des salariés qui ont 70 ans, que l'employeur peut mettre à la retraite, et on a une harmonisation, donc, désormais, des deux régimes. Pour les salariés qui sont éligibles à un départ en retraite, donc désormais 64 ans, entre 64 et 70 ans, là où vous aviez avant une rupture conventionnelle intégralement assujettie à charge, vous avez désormais un régime d'exonération partielle à hauteur de 2 fois le plafond annuel et la cotisation sociale de 30% au-dessus. Donc on va dire que c'est plutôt plus favorable. En revanche, pour tous les autres salariés, donc tous ceux qui ne sont pas éligibles à une pension de retraite, il y a clairement un renchérissement du coût pour l'entreprise, c'est supporté par l'entreprise, puisqu'on passe d'une cotisation patronale de 20 à une cotisation patronale de 30%. Et par ailleurs, on peut aussi regretter que le législateur n'ait pas profité pour harmoniser le régime social avec le régime fiscal, qui n'a pas été modifié. Et notamment, quand vous êtes employeur et que vous signez une rupture conventionnelle avec un senior, vous deviez, dans l'ancien régime, courir après le salarié, notamment pour obtenir de sa part un état de ses droits à la retraite. Vu que désormais le régime social ne diffère pas selon que le salarié est éligible ou non à la retraite, on aurait pu penser qu'on n'avait plus besoin de ce document. Mais en réalité, comme le régime fiscal est inchangé, il faut toujours, par précaution, demander aux salariés un état de ses droits à la retraite avant de signer une rupture conventionnelle avec un senior. On va conclure là-dessus. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. On poursuit ce Lex Inside. Comment accompagner la transformation durable des organisations? On en parle tout de suite avec mon invité, Xavier Rollet, Managing Partner de Racine. Xavier Rollet, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, vous venez de passer un partenariat avec l'ESG Lab et Society. Pourquoi cette démarche? Alors, cette démarche, elle s'inscrit dans une réflexion qu'on a depuis déjà un certain temps chez Racine, c'est-à-dire qu'on a, comme à l'instar de pas mal de nos confrères, engagé des actions de nature philanthropique ou pro bono auprès d'associations, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'on a une expertise technique un petit peu pointue chez Racine sur le sujet ESG, avec notamment en matière réglementaire, que ce soit bancaire, assurance, fonds d'investissement, donc un apport technique auprès de nos clients sur comment intégrer l'ESG dans leur pratique. Et il s'est trouvé effectivement qu'on a eu l'occasion de rencontrer l'ESG Lab and Society qui a cette caractéristique de pas être simplement un think tank en réalité, c'est-à-dire avec cette dimension un petit peu prospective, mais qui a aussi une dimension très très concrète et c'est vraiment ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que l'ESG Lab and Society accompagne vraiment sur le plan technique un certain nombre de partenaires et ses clients, et c'est ça qui nous a séduit. Et c'est vrai qu'on avait envie de participer à cette aventure, et je crois qu'on est un des premiers cabinets à le faire, donc on est assez fiers de le faire. Ouais. Alors concrètement, quelles sont les actions qui vont être engagées dans le cadre de ce partenariat? Alors sur les actions, il y en a, on va dire, de trois ordres. Le premier, c'est quoi? C'est en fait organiser des ateliers, ce qu'on appelle des workshops, avec nos partenaires et les clients sur comment intégrer l'ESG dans leur pratique, dans leur stratégie. L'ESG étant aujourd'hui évidemment des critères utilisés par un certain nombre d'investisseurs notamment qui aujourd'hui est assez essentiel et central. Donc ça, c'est organiser ces forums de discussion avec l'apport évidemment de l'ESG Lab and Society et de leurs experts. Et je pense qu'ils ont vraiment des experts qui sont de premier rang sur le sujet. Et de notre côté, avoir nos associés qui sont aussi experts sur le sujet, qui apportent leur note technique. On a fait déjà d'ailleurs deux ateliers, hein, un workshop qui parlait de l'ESG à l'impact. Et donc, c'est un workshop qui a eu pas mal de succès. Et on est en train d'en construire un. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu confidentiel pour un émetteur qui veut voir comment intégrer davantage les investisseurs et les émetteurs
dans la définition de cette politique ESG. Bon, on a compris que l'ESG, c'était une question fondamentale pour Racine. Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets ? Alors, sur d'autres projets, oui, il y a, ce que je disais en introduction, il y a un projet qu'on suit depuis pas mal d'années qui s'appelle Lire pour en sortir, qui est une association, en fait, qui aide les détenus à s'en sortir, en fait, justement, à sortir de leurs conditions par la lecture, par l'expression orale aussi. C'est une association incroyable, là, qui a un dynamisme fou et qui a d'ailleurs permis de modifier le code pénal pour que, justement, ces actions-là puissent permettre de réduire les peines des détenus. Et donc là, ce qui est en fait passionnant chez nous, c'est qu'on a embarqué avec nous un peu les associés évidemment, mais les collaborateurs qui font beaucoup de mécénat de compétences et qui se déplacent et qui vont voir les détenus pour les aider à s'exprimer, à écrire, à participer à des concours d'éloquence, d'écriture. Et donc c'est un bout effectivement de l'ESG, mais c'est vrai que c'est un élément voilà qui nous permet en tout cas d'avoir et d'embarquer notre actif principal que sont nos collaborateurs dans cette réflexion sur l'ESG. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir, Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.